Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, le financement adéquat de la santé et la maîtrise de la population ont guidé une rencontre de haut niveau à Ouagadougou. À la fin de cette rencontre qui a réuni les parlementaires de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad, les présidents des assemblées nationales sont allés faire le bilan au président du Faso. Et dans ce journal, le directeur général de l'OAS en fera un. Nous le retrouvons dans quelques instants. Un autre projet sous-régional fait aussi l'actualité, la fibre optique réalisée dans le cadre du projet d'infrastructure de communication en Afrique de l'Ouest. Nous irons à la suite d'un représentant de la Banque mondiale sur le site des réalisations de la fibre optique en territoire burkinabé. Il n'y a point de déguerpissement à Konkoufouanou depuis celui de 2015. Ce hameau de culture s'est peu à peu formé à nouveau. Les autorités de la région de l'Est démentent la rumeur selon laquelle un déguerpissement serait en cours. Les occupants de cette zone pastorale, eux, ne savent plus à quel sein se vouer. Constat à suivre dans une vingtaine de minutes. Bienvenue à tous et toutes nos excuses pour ce léger retard pour ce journal. Et tout d'abord, le point sur l'ouverture des 8e Jeux de la francophonie, ouvert hier à Abidjan. Le président du Faso était aux côtés de ses pairs ayant en partage la langue française pour soutenir la solidarité, la culture et les sports. Le Burkina est présent à ces Jeux avec une délégation de 140 athlètes. L'ouverture des Jeux de la francophonie vue par nos envoyés spéciaux Roger Cam et Ismaël Diloma Sirima. Une cérémonie riche en couleurs pour lancer les 8e Jeux de la francophonie à Abidjan. Une demi-heure avant le début effectif de la cérémonie, c'est tout un stade qui, à travers l'écran géant, acclame l'arrivée de la délégation des chefs d'État. Après leur installation, place au défilé des représentants des 53 États qui prennent part à ces Jeux de la francophonie. La délégation burkinabé, forte de 140 artistes et sportifs, a fait admirer au stade Félix Houphouët-Boigny le Faso d'Anfani et les chapeaux de Saponé. Avant d'ouvrir officiellement les Jeux, Alassane Ouattara a fait une mention spéciale au président du Faso pour sa présence. Il a réitéré la même mention à l'endroit de 5 autres chefs d'État présents. Excellences, Messieurs les chefs d'État, amis et frères qui ont bien voulu faire le déplacement, chers amis, merci d'être là. Après l'ouverture officielle, place à la fête. Elle débute par une chorégraphie avec plein de lumière et de couleurs, animée par une centaine d'acteurs. Ensuite, José, Kumba Gaolo, et les magiques systèmes se succèdent sur le podium pour réchauffer le stade. Autre moment solennel de cette cérémonie, le lâcher de 83 ballons représentant les pays membres de la francophonie. On en vient à cet autre point de l'actualité. Les parlementaires de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad ont présenté les conclusions de leurs travaux sur le financement de la santé et la maîtrise du dividende démographique. C'était dans la matinée de ce samedi au palais de Kossiam. Le point avec Konsoum Koulibaly et Zali Sassanfo. Des parlementaires de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad sur le président du Faso. Ils sont venus restituer les résultats de leurs travaux sur la problématique de la santé et de la maîtrise du dividende démographique. Les conclusions auxquelles ils sont parvenus intéressent le président du Faso, qui s'est engagé à accompagner la mise en œuvre. Le président du Faso a pris l'engagement de communiquer à ses homologues, à ses pairs, les résultats hautement bénéfiques atteints par les parlementaires de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad. Rappelez-vous bien, les chefs d'État de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad avaient déjà pris la décision de financer dans chacun de nos États la santé à hauteur de 15% de nos budgets nationaux. À ce niveau, aucun pays
membre de la CEDEAO n'a atteint cet objectif. Donc, le président du FASO a pris sur lui de relancer cette question auprès de ses pairs, auprès de ses homologues. Au terme de leurs travaux, les parlementaires proposent une augmentation de plus de 2% pour le financement de la santé et un ratio maximum de 3 enfants par femme pour juguler la hausse vertigineuse et incontrôlée de la population. 72 heures de travaux et des engagements pris. Cette rencontre des parlementaires a refermé ses portes ce samedi à Ouagadougou. Sur les engagements pris, donc, le point de Adama Guiti et Bouma Ernest Nebier. La question du financement adéquat de la santé, le dividende démographique et les politiques de population, voilà ce qui était au menu de cette rencontre des parlementaires de la CEDEAO, de la Mauritanie du Tchad. Une rencontre qui s'est terminée sur une note de satisfaction de ses organisateurs. Nous devons, en tant que parlementaires, exhorter et encourager nos exécutifs à créer des opportunités de développement harmonieux et durable dans nos pays respectifs grâce à un financement adéquat de la santé et une croissance maîtrisée de nos populations. Je suis d'autant plus satisfait que nos riches et futurs échanges ont abouti à des conclusions et résolutions pertinentes. C'est une rencontre au cours de laquelle les présidents des parlementaires ont pris des engagements pour le financement de la santé. Premier engagement, œuvrer à travers l'exercice de nos droits d'amendement des lois à faire des arbitrages conséquents au projet de budget de nos États respectifs afin d'obtenir des accroissements annuels successifs d'au moins 2% des budgets alloués au secteur de la santé, avec en perspective d'atteindre l'objectif minimum de 15% de la déclaration d'Abuja à l'horizon 2025. Deuxième engagement, de contrôler rigoureusement la mise en œuvre des politiques en matière de démographie et de santé, afin de nous assurer de la bonne utilisation des crédits alloués à la santé au profit des populations. Troisièmement, accorder une attention particulière aux problématiques liées au financement des systèmes de santé nationaux de nos pays, à travers la prise en compte et l'inscription effective de cette question au rang des priorités de nos États respectifs. En ce qui concerne la capture du dividende démographique, les parlementaires invitent les pays de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad à œuvrer à la baisse de leur indice synthétique de fécondité à 3 enfants par femme en plus d'ici à 2030. Docteur Xavier Crespin, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le directeur général donc, de l'Organisation ouest-africaine de la santé, organisatrice de cette rencontre de haut niveau. Alors, le financement adéquat de la santé, la maîtrise de la population sont les maîtres mots de cette réunion qui s'est achevée à Ouagadougou. Alors, quel est le bilan à chaud que vous établissez? Merci, madame. Permettez-moi d'abord de remercier les autorités du Burkina Faso et spécialement l'Assemblée nationale du Burkina. Vous avez dit que c'est l'organisation ouest-africaine qui a organisé, mais à la vérité, cette initiative, elle est vraiment à l'actif de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et notamment du président de cette institution. En termes de bilan, je voudrais d'abord vous dire les objectifs que nous avons visés à travers cette rencontre de haut niveau. Il s'agissait d'abord pour nous, au niveau de l'OAS, de faire la mise, une évaluation en quelque sorte de la mise en œuvre de la déclaration d'Abuja, 16 ans après cette déclaration par nos chefs d'État et de gouvernement. La déclaration d'Abuja qui consiste à consacrer 15% du budget de nos États à la santé. Le deuxième objectif, c'était également de rencontrer les membres des réseaux des champions pour le financement adéquat de la santé de notre espace, CEDEAO et de la Mauritanie plus le Tchad, pour faire également le point des actions, des plaidoyers qu'ils ont pu faire auprès de nos partenaires, mais également auprès de nos politiques. Et enfin, le troisième, c'était d'avoir un engagement, le renforcement de l'engagement de nos parlementaires, vu le rôle important qu'ils jouent. Donc voilà les objectifs que nous avons poursuivis. Est-ce qu'ils ont été atteints? Oui, je suis en tant que DG de l'OAS et représentant de la CEDEAO très satisfait du bilan de cette réunion, au vu de l'engagement d'abord personnel du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et de l'ensemble des autres assemblées, des autres parlements de notre sous-région. Pourquoi je suis satisfait? Parce qu'à la fin de cette rencontre,
une déclaration importante a été adoptée. Et cette déclaration, en gros, met en exergue les engagements que prennent nos parlementaires en vue de renforcer nos systèmes de santé, en vue d'améliorer l'état de santé de nos populations. Il s'agit donc, à travers cette déclaration, de toutes les mesures qui seront prises pour que le budget consacré à la santé soit revu à la hausse. Et justement, en parlant de ce budget, cette réunion a consenti à ce que 2%, plus 2% donc, soit alloué à la santé. On est bien loin des 15% qui étaient donc prévus depuis Abuja en 2001. Oui, en réalité, oui, l'objectif c'est d'avoir 15%, mais il faut quand même tenir également compte de l'ensemble des priorités de nos États. Il n'y a pas que la santé qui est une priorité. Je pense que cet engagement, déjà, pour nous, est un engagement très fort. Il y a des pays qui sont déjà à 10%, d'autres sont à 8%, d'autres sont à 12%. C'est le cas du Burkina que je voudrais vraiment féliciter parce que, pour l'instant, ils sont en tête par rapport aux autres pays. Ils ont plus de 12% et c'est là depuis plus de 3 ans maintenant que ce taux est atteint. Donc, si on passe à 2% chaque année, je suis sûr que des pays comme le Burkina et d'autres, nous allons atteindre ce taux de 15% d'ici très peu. Donc, en termes d'engagement, 2%, ce n'est pas vraiment petit et nous sommes déjà très satisfaits de cet engagement pris. Alors, monsieur le directeur général, est-ce qu'il y a une échéance justement de prévue pour la mise en œuvre des recommandations qui sont sorties aujourd'hui? Oui, ils ont pris l'engagement, les chefs d'État, d'évaluer ce qu'ils ont arrêté ici d'ici décembre 2018. Donc, ils se sont donné en gros une année et demie pour voir effectivement les progrès qui ont pu être réalisés dans nos différents pays. Ils ont également décidé de mettre en place des comités de suivi interparlementaires et les commissions en charge du secteur de la santé au niveau de nos parlements respectifs vont mettre en place également un mécanisme de suivi auprès des ministères des Finances, auprès des ministères de la Santé. Mais ce que je voudrais dire également en termes de résultats importants qui est atteint, c'est l'engagement pris par les présidents des assemblées de nos États quant à la question de l'amélioration de la gouvernance. Une chose, c'est de dédier des fonds au système. Une autre chose, c'est de voir comment ces fonds sont utilisés. Et c'est là que j'ai personnellement beaucoup apprécié, durant les réunions que nous avons eues avec nos chefs d'institution, l'accent qui a été mis sur la gouvernance et sur la gestion de ces financements. Alors, monsieur le directeur général, il y a ce tollé qu'a suscité l'annonce du président français lors du sommet du G20 qui indexait la fécondité, le fort taux de fécondité en Afrique, qui donc peut être la cause du sous-développement, on peut le dire. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes sur la même longueur d'onde? Bon, moi, je ne vais pas revenir sur les propos d'un chef d'État. Ce que moi, je sais, c'est qu'en Afrique, actuellement, si nous voulons atteindre une croissance économique meilleure que ce que nous avons jusqu'à maintenant, il faudrait qu'on passe par l'étape de l'accélération de la transition démographique à travers une baisse du taux de la fécondité. Ceci ne veut pas dire qu'il faut absolument que nous baissions à 1 ou 2 enfants par femme. Non, ce dont nous parlons, c'est d'avoir une démographie maîtrisée. C'est tout ce dont nous parlons. Il faudrait qu'il y ait une corrélation entre la maîtrise de la croissance démographique et la croissance économique. C'est de ça qu'il s'agit véritablement. Merci à vous, monsieur le directeur général. Merci beaucoup, madame. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général de l'OAS, l'Organisation Ouest-Africaine pour la Santé. Vous étiez sur ce plateau pour évoquer la rencontre de haut niveau qui s'est achevée ce jour même à Ouagadougou. Dans la suite de ce journal, de nouvelles compétences aptes à servir la nation burkinabé. Cette fois, nous sommes à l'École nationale des douanes. Ces compétences seront directement mises à la disposition de l'administration douanière. Précision, Salifou Belem et Bouma Ernest Nebié. Du sang neuf pour mobiliser davantage des recettes au profit du budget de l'État. Les élèves de la promotion sortante 2017 de l'École nationale des douanes sont prêts à servir la nation après 2 années de formation pour les uns et 3 pour les autres. Alors, la formation à l'École nationale des douanes s'est très bien déroulée. Nous avons eu un bagage intellectuel nécessaire pour servir partout où besoin ce sera. L'une des missions premières de l'administration des douanes, c'est de renflouer les caisses de l'État. Nous allons nous atteler à le faire avec plaisir. Patriotisme, c'est le nom de baptême donné à cette promotion sortante.
Un nom interpellateur, selon le parrain, le Premier ministre Paul Kabatieba, représenté ici par la secrétaire d'État chargée de l'aménagement du territoire. Ce mot est surtout porteur d'engagement que la douane, à travers la promotion de l'UNICEF, devrait faire preuve d'amour pour la patrie et de dévouement à servir les intérêts des Burkinabés. Pas de temps à perdre. Après cette formation, selon le directeur général des douanes, ces nouvelles compétences vont vite rejoindre le terrain. Selon leurs compétences et selon les besoins, nous allons les affecter. Et je pense que dès la semaine prochaine, ça sera chose faite. Et nous allons les affecter dans les différents postes de combat, voilà, pour qu'ils puissent rapidement faire leurs armes et puis contribuer efficacement à la mobilisation des recettes au profit du budget de l'État. 176, c'est le nombre total de ces impétrants composés de préposés de douane, d'assistants, de contrôleurs et d'inspecteurs de douane. Des nouvelles compétences parmi lesquelles 19 étrangers qui vont bientôt rejoindre leur pays respectif. On en vient à cet autre point de l'actualité. Le directeur des opérations de l'Afrique de l'Ouest de la Banque mondiale a visité le déploiement de la fibre optique au Burkina. Son institution est le bras financier du projet régional d'infrastructure de communication en Afrique de l'Ouest. Carnet de route signé Nongba Kouda et Aimé Solange Guigma. Ces points d'accès au réseau de la fibre optique à Manga et à Ouagadougou, réalisés dans le cadre du projet régional d'infrastructure de communication en Afrique de l'Ouest, doivent permettre de réduire les coûts d'accès aux communications haut débit et d'améliorer la qualité des services Internet au Burkina. La capacité installée actuellement pour la capacité internationale est de 40 gigas. Voilà, donc là c'est pour la capacité internationale vers le câble sous-marin, mais la capacité nationale que nous avons installée, c'est plus de 100 gigas. Mais l'équipement supporte plus de 1600 gigabits. Ce déploiement de la fibre optique entre Ouagadougou, Manga, Pau, frontière du Ghana, avec une bretelle sur Bagré-Pôle, a été fait avec l'appui financier de la Banque mondiale à hauteur de 4,8 milliards de francs CFA. Cette sortie de terrain du directeur des opérations de la banque vise à apprécier l'évolution des réalisations. On a vu d'abord des progrès importants qui confirment l'avancement du projet. On a vu des facilités des équipements au plus modernes que possible. On a vu des compétences des personnels qui s'occupent de ces équipements. Et pour nous, ça nous donne toute la confiance que nous allons vers un projet qui va atteindre ses objectifs. Nous profitons justement de ce projet pour un peu modifier et donner de la capacité à toutes les villes, les communes qui sont traversées justement par ce projet. Nous sommes en négociation pour un financement additionnel qui va concerner donc en la pose de la fibre de Fada jusqu'à la frontière du Bénin pour toujours renforcer la connexion réseau dans la sous-région ouest africaine. Le projet régional d'infrastructure de communication a également pour but de désenclaver numériquement le Burkina à travers l'acquisition, l'installation et la mise en œuvre d'équipements de points d'atterrissement virtuels d'une valeur de 3 milliards de francs CFA. L'IT Forum Burkina attend sûrement beaucoup de cette fibre optique et pour cause, elle veut booster le numérique en Afrique. La deuxième édition de ce forum numérique qui se tient à Ouagadougou entend fédérer les efforts du maximum d'acteurs du digital de la sous-région. Précision signée Urbain Benito Sommet et Oumou Sissé. Après Dakar, Casablanca, Lomé et Cotonou, c'est au tour de Ouagadougou d'abriter le Digital African Tour 2017. Cette deuxième édition de l'IT Forum numérique réunit les acteurs locaux et internationaux. L'objectif, c'est de fédérer le maximum d'acteurs du digital de la sous-région pour échanger sur la transformation digitale qui est en cours. Le Burkina Faso met en œuvre tout un programme de développement dans le domaine du digital qui nous conforte dans notre volonté donc, de venir aussi au Burkina Faso pour échanger avec nos homologues du Burkina Faso dans les bonnes pratiques. Pendant 2 jours, ces acteurs vont essayer de trouver des solutions pour booster le numérique en Afrique. Nos experts donc burkinabés qui participent à cette importante activité vont tirer le maximum de connaissances pour renforcer notre vision et permettre une réalisation, je dirais, accélérée de nos projets
dans le secteur. Ce rendez-vous du monde numérique se tient sous le thème infrastructure, e-gouv, harmonisation fiscale, quelle approche pour booster le numérique en Afrique. Il est organisé par Siomag, un magazine dédié au monde du numérique. On en vient au dossier de cette édition. Il se mène sur les berges du barrage numéro 2 de Ouagadougou. Barthélemy et Issouf y développent une activité rentable. Ils sont pépiniéristes et en cette saison des pluies, ils comptent bien doubler leur chiffre d'affaires. Amadoïl Boudo et Ismaël Diloma Sirima sont allés à leur rencontre, suivant leur reportage. Aux abords du barrage numéro 2 de Ouagadougou, dans le quartier Tanguin, Barthélemy Kalmeugo développe son activité. Il est pépiniériste et dit exercer ce métier depuis une trentaine d'années. J'aime la végétation, j'aime voir la créature de Jéhovah Dieu. Et cela m'a attiré vers vraiment ce métier. Une profession à part entière qui nourrit plus d'un. Car tout comme lui, Issouf Ouedraogo exerce le métier de pépiniériste. J'ai d'abord commencé en tant que maraîcher avant d'en venir au métier de pépiniériste. J'ai commencé ce métier depuis 2002 et par la grâce de Dieu, j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. Nous sommes en mi-juillet. La saison des pluies bat son plein au Burkina. Et généralement, cette saison marque la période grasse pour les pépiniéristes. Mais cette année, la clientèle, disent-ils, n'est pas au rendez-vous. Les clients viennent petit à petit, mais cette année, c'est un peu lent. Habituellement, on a de l'affluence plus que ça. Nous espérons que le meilleur reste à venir puisque la saison de pluie continue. Habituellement, en saison pluvieuse, quand même, on a de la clientèle, mais bon, contrairement aux autres années, cette année, il n'y a pas l'affluence pour le moment. Je me dis pour le moment, nous sommes en début juillet. Bon, on s'est dit que peut-être qu'en août, septembre, on fera plus de chiffre d'affaires. Les quelques rares clients venus se ravitailler disent vouloir profiter de la saison pluvieuse, la période propice pour la plantation des arbres. On est en saison pluvieuse, on n'a pas besoin d'arroser et la pluie va nous aider à faire pousser ces plantes-là. Et puis ces plantes sont utiles, ça nous donne l'ombre et puis les fruits. J'ai creusé des trous il y a près d'un mois et j'ai apprêté ces trous en mettant du fumier et je vais profiter de la pluie qui est en train de descendre. Cependant, l'exercice de ce métier n'est pas sans risque car de nombreux problèmes entachent la bonne marche de leur activité. Il y a souvent manque d'eau. Nous sommes à côté du barrage, mais le barrage tarit et du coup nos puits aussi. Donc, par manque d'eau, il nous arrive de voir des pertes. L'un des problèmes, c'est que les gens n'ont pas de considération pour notre métier. Et nous ne souhaitons pas vraiment que nos enfants aussi héritent de ce métier. Également, il y a trop de bruit autour de notre emplacement. Et vraiment, tout ce qui les importe, c'est de nous déguerpir. Ça, c'est un véritable problème pour nous. En attendant, la saison des pluies continue son avancée. Issouf et Barthélemy espèrent une stabilisation de la situation socio-économique nationale afin de tirer profit de cette période d'hivernage. Leur travail s'effectue non loin des retenues d'eau, mais encore faut-il qu'ils soient formés dans les meilleures conditions. L'Institut international de l'eau et de l'environnement, 2IE, se dote d'infrastructures d'hébergement, un ouvrage qui va augmenter qualitativement la capacité d'accueil des futurs diplômés de l'Institut. L'inauguration en images avec Jean-Eudes Bayala et Zoubaviel David Dabiri. 12 bâtiments neufs de 60 chambres chacun, équipés de mobilier au profit de l'Institut international de l'eau et de l'environnement des IE. L'œuvre est de la Banque mondiale qui mobilise plus de 5 milliards de francs CFA pour la modernisation et l'accroissement des capacités d'accueil des DSIE. Une bouffée d'oxygène pour le ministre Ambroise Ouedraogo. La visite de ce matin est symbolique. Elle veut traduire 3 choses. La première chose, c'est que l'école vit sur le plan académique, sur le plan infrastructural, sur le plan de sa vision et de la mise en œuvre
de sa mission de centre d'excellence en Afrique. Deuxièmement, ça montre aussi la confiance que nos partenaires ont et au gouvernement et à notre programme d'éducation et de formation et aussi à l'école qu'est Désir. Et enfin, ça montre aussi qu'il y a un travail qui est fait. La Banque mondiale entend ainsi contribuer au rayonnement de l'Institut en le hissant aux standards internationaux. Regardez, la mission principale de la Banque mondiale, c'est de réduire la pauvreté dans le monde. Et on réduit la pauvreté à travers l'investissement dans le développement. Et pour nous, sans l'accès à l'infrastructure, sans l'accès à l'eau, sans l'accès au mode d'appui au développement, on ne peut pas réduire la pauvreté. Ce financement a également contribué à la viabilisation et à la sécurisation des campus des yeux de Ouagadougou et de Camouensé. Des infrastructures, c'est bien ce qu'attendent les habitants de Kunkunfuanou. Pour l'heure, ils ne sont aucunement sous le coup d'une menace de déguerpissement. Les autorités locales se veulent rassurantes et promettent une issue profitable à tous. De Kunkunfuanou, situé à 70 km de la ville de Fadangourma, le constat de Alassane Kendro-Beogo et Nazé Ouattara. Après l'ère de déguerpissement en 2015 pour occupation de zones pastorales, les populations de Kunkunfuanou sont en train de revenir peu à peu dans leur hameau de culture. Et ce, depuis janvier 2016. Quand le gouvernement nous a cherchés en 2015, certains sont à Koualou, au Bénin, d'autres au Ghana. Ceux qui étaient au Burkina étaient à Natchabouani ou à Fada. Un an après, personne n'a eu une terre cultivable. Beaucoup dormaient à la Belle Étoile. C'est pourquoi nous sommes revenus. Depuis le 20 juin dernier, des patrouilles de police sillonnent pour protéger la zone pastorale. Des patrouilles qui ont provoqué la rumeur d'une deuxième éventuelle opération de déguerpissement. Nous n'avons jamais instruit une quelconque force d'aller déguerpir qui que ce soit pour le moment. Mais nous disons que les populations qui sont en train de s'installer dans cette zone, tant que la zone gardera sa vocation pastorale, ces populations devront se préparer à déguerpir. Des confidences des populations, elles ne sont pas contre le déguerpissement, elles demandent un nouveau site d'accueil avec l'accompagnement qui s'y est. Et c'est là le nœud de ce bras de fer. Un hameau de culture, c'est quoi? On se déplace en hivernage de son village pour aller s'installer pour des besoins de production végétale. C'est ça un hameau de culture. Maintenant, les populations veulent faire la force à l'État pour faire de Kunkunfuanou un village. Pour le moment, cela n'est pas. Appliquons les textes. Les occupants de Kunkunfuanou sont majoritairement de la Nyanya, un déplacement des terres arides à celles fertiles et cultivables depuis 1983. Aujourd'hui, elles avancent avoir perdu tout intérêt avec leur village d'origine. On est là depuis 30 ans. On a tous oublié nos villages d'origine. Nos enfants, nos petits-enfants sont nés ici. Leur village, c'est ici. Ils sont chez eux ici et ils ont droit à l'école. C'est pourquoi elles continuent d'implorer la clémence du gouvernement. Loin de leur mère patrie, ils ont commémoré leur fête nationale. Les Égyptiens vivant au Burkina se sont retrouvés à la résidence de leur ambassadeur à Ouagadougou pour l'occasion. Et les autorités politiques nationales étaient à leur côté et la coopération entre le pays des pharaons et celui des hommes intègres n'est pas passée sous silence. Konsoun Koulibaly et Vincent Kendro-Beogo pour le reportage. 21 juillet, fête nationale de l'Égypte. C'est en toute convivialité que les Burkinabés sont aux côtés des Égyptiens vivant au Burkina pour commémorer cette date. Il y a 65 ans de cela que l'Égypte est passée d'un royaume à une république. Un jour inoubliable qui marque un tournant décisif dans l'histoire du pays des pharaons. Le début a commencé par Monsieur le Président Gamal Abdel Nasser, c'est lui qui a conduit un mouvement de libération et qui a mené à la Première République. Et après lui, dans les années 70, Monsieur le Président El Sadat qui a pris la relève et continué avec la République, puis Monsieur le Président Moubarak
Et enfin, il y a eu une nouvelle transition politique, insurrection en Égypte et un nouveau gouvernement, et toujours sous la République. L'Égypte, un partenaire du Burkina. Et à cette fête, l'ambassadeur égyptien a parlé du projet de son pays au Burkina dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Et voudrait faire un échange commercial et faire venir des nouveaux investisseurs égyptiens ici au Burkina. Ils ont l'intention de signer des accords entre des universités de l'Égypte et le ministère de la Santé au Burkina Faso, et aussi faire envoyer une caravane médicale égyptienne ici au Burkina. La célébration de cette fête a également été l'occasion pour l'ambassadeur de réitérer l'engagement de son pays à soutenir le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre du PNDS. Et puis vous avez pu le suivre en direct sur la télévision du Burkina, la 16e promotion des élèves officiers d'active de l'Académie militaire. Georges Namoiano a officiellement reçu ses épaulettes ce samedi à Pau. Le président du Faso a salué la performance de cette promotion forte de 42 stagiaires, dont 30 Burkinabés. 8 autres États étaient donc présents pour cette formation qui s'est achevée le 7 juillet dernier. Et la promotion a été baptisée Persévérance par le chef suprême des armées au regard du contexte sécuritaire que connaît la zone Afrique. Une cérémonie pleine de symboles sur laquelle nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.